2017, malaise dans la République, rongée par les questions identitaires, la France se donne démocratiquement à l'extrême droite. Mireille Lefebvre applique méthodiquement son programme dit de redressement national. Bienvenue dans Bleu, Blanc, Noir, le nouveau roman de Karim Amellal qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre roman paraît aux éditions de l'Aube. Alors, avant cette présidentielle de 2017 en France, on est en pure politique fiction. Le président Martin Luxembourg vient d'annoncer à la télévision de nouveaux bombardements, notamment sur la Libye, contre Daesh, également du côté du Proche-Orient. Et la France s'apprête donc à porter cette femme au pouvoir. Elle s'appelle Mireille Lefebvre, candidate du Parti national. À quoi ressemble Karim Amellal, cette France qui s'apprête à mettre au pouvoir, pour la première fois, l'extrême droite, démocratiquement? C'est une France qui ressemble dans une large mesure, en tout cas dans les germes, à celle qu'on connaît aujourd'hui. Ce que j'ai essayé de faire dans ce roman, je ne sais pas si j'y suis arrivé, c'est de prolonger les courbes en fait. De partir de la situation actuelle, du terrorisme, de la menace qui pèse sur nous, sur chacun d'entre nous, de ce populisme qui se banalise dans toute la société française, et puis de voir ce que ces idées-là pourraient donner une fois qu'elles seraient mises en œuvre par la candidate ou une candidate du Parti national. Cette France-là, évidemment, elle est cauchemardesque. C'est en ça que c'est un roman d'anticipation, un roman de politique fiction. Et la petite chose importante que j'ai aussi essayé de faire, c'est de montrer ce que ça pourrait donner pour un narrateur qui ne se sent pas a priori concerné par ces histoires d'identité, de confession, qui ne s'est jamais posé ces questions-là, et puis qui revient malgré lui au forceps et qui se retrouve plongé dans cette France cauchemardesque dont, encore une fois, on peut en percevoir un peu les germes aujourd'hui. Et ce narrateur est un Français comme les autres ou presque. La banlieue, ses origines, c'est derrière lui. Il vit désormais au cœur de Paris. Il travaille dans la finance, un des rares secteurs, dit-il, où il n'y a pas de discrimination puisque seul l'argent et le profit comptent. Il vit avec la femme qu'il aime. Il a réussi. Pas de victimisation chez lui. Pourquoi est-ce que vous avez confronté ce personnage précis avec l'accession au pouvoir de l'extrême droite? Parce que l'immigration, c'est pas que les quartiers, comme on dit, c'est pas que les banlieues, ce n'est pas qu'une couche problématique de la société française. Bon, moi j'en fais partie, mais comme des milliers, des centaines de milliers d'autres, on est beaucoup Français d'origine étrangère, d'origine maghrébine, d'origine subsaharienne, à avoir fait des études, parfois de brillantes études, à ne pas se poser ces questions d'origine, de je suis qui, etc., à vouloir vivre comme absolument tous les Français. Et c'est ça, c'est un peu à ces gens-là que j'ai voulu donner la parole, parce qu'on les entend finalement pas trop quand on parle des banlieues ou de l'immigration. C'est que pour y voir les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr, il y a des problèmes et des problèmes qui méritent d'être traités, enfin. Mais il y a aussi des gens qui veulent vivre normalement, qui aspirent à cette vie-là, et j'ai voulu leur donner la parole. Alors, le narrateur dit à un moment, on a laissé les gens détester tous ceux qui n'étaient pas comme eux, résume d'ailleurs un des personnages qui n'est pas, le narrateur, se détester entre eux. On leur a montré comment faire pour se détester chaque fois un peu plus. Alors, le narrateur, il se retrouve, dit-il, dévasté, humilié, choqué, révolté, foudrage, ce sont ses mots à chaque attentat commis sur le sol français. Je le répète, il n'est pas dans la victimisation. Pourtant, il en a marre d'être soumis à une double injonction. Et il dit être visible contre l'islamisme et invisible comme Français de culture musulmane. Oui, effectivement, la double injonction, je la ressens et j'ai essayé de la faire transparaître dans mon roman. Bien sûr, comme tous les Français et au-delà, comme toutes les personnes qui vivent dans ce pays, on est choqué par les attentats, on est choqué par le terrorisme. Moi, a fortiori, en tant que franco-algérien, je suis peut-être un peu doublement choqué parce que ça me rappelle ou nous rappelle une autre histoire, pas si lointaine, dont on a finalement assez peu parlé en France lorsque ça s'est produit. Bref, on est des gens, des citoyens comme les autres. On aspire en fait à la normalité. Et on est en permanence, effectivement, renvoyé à ce qu'on ne veut plus forcément être ou à ce qu'on n'est pas. Parler de communauté musulmane, c'est un bon exemple, par exemple. Est-ce que tous les musulmans correspondent à un idéal type? On voudrait peut-être que ce soit le cas, mais ça n'est pas le cas. Ce sont avant tout des gens qui ont des problèmes comme les autres, qui sont au chômage, qui veulent gagner leur vie, qui veulent gagner un peu plus d'argent à la fin du mois. Et je trouve, et là peut-être c'est un axe politique majeur qui me tient à cœur, je trouve que de ces sujets-là, on ne parle pas suffisamment, et la gauche en particulier. C'est vrai que pour parler du Burkini, tout le monde est là, et sur les chaînes d'infos, la parole est facile. C'est facile de parler de ces choses-là. C'est rentable aussi politiquement. Mais parler des vrais problèmes des gens qui concernent absolument tout le monde dans ce pays,
français d'origine étrangère ou pas, de confession musulmane ou pas, c'est un peu plus compliqué parce que ça mérite plus, ça requiert plus de temps et ça requiert peut-être aussi un peu plus de courage politique. Votre roman aurait-il pu, selon vous, s'intituler, avoir pour titre Contre-soumission, en réponse au roman de Michel Houellebecq, Soumission? Peut-être, en tout cas, je l'ai un peu écrit dans cet esprit-là. J'ai essayé, je ne sais pas encore si j'y suis arrivé, mais d'écrire un contre-récit ou de proposer un contre-récit après Soumission, après aussi 2084 de Boualem Sansal, même si lui appartient à une autre histoire, avec un autre point de vue. Mais j'ai voulu faire des anti-héros du quotidien, les héros de la fiction, et faire en sorte que ces gens qui ne se retrouvent peut-être plus dans la société actuelle ou dans la classe politique, puissent se voir offrir un contre-récit, effectivement, qui les met en scène. Et dans mon roman, une fois que le Front National ou le Parti National conquiert le pouvoir, eh bien la résistance s'organise, mais en fait, elle ne vient pas du tout des centres des grandes villes et des élites. Elle vient d'ailleurs, elle vient des marges. Alors justement, des banlieues, notamment. La seconde partie du roman est consacrée à cette accession au pouvoir de Mireille Lefebvre. D'abord, c'est quoi ce programme de redressement national? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive au pouvoir? Elle applique le programme qui est celui du Front National aujourd'hui, ni plus ni moins, et en particulier à travers un peu l'axiome programmatique de Marine Le Pen, qui est Mireille Lefebvre dans le roman, cette idée de préférence nationale. Préférence nationale dont aujourd'hui on observe qu'elle s'est un peu banalisée dans le débat public et au sein d'un certain nombre de formations politiques, y compris parfois de gauche. C'est plus quelque chose qui révulse autant que ça révulsait lorsque le père de Marine Le Pen l'annonçait il y a 10 ou 20 ans. Ce qui est un symptôme de cette banalisation des idées d'extrême droite que j'essaye de mettre en récit dans ce roman. Alors la résistance, dites-vous, s'organise à la marge, c'est comme ça que vous l'imaginez, pas au niveau des élites. Prenons un exemple d'ailleurs, puisqu'on parle des élites, si l'on peut dire, parti d'opposition, la droite nationale, il me semble la droite de gouvernement, donc, vous prédisez totalement sa fin, hein. Vous dites qu'elle va être vidée de sa substance à la vitesse d'un puceau troussant une prostituée. Le parti de la droite forte n'eut pas d'autre choix que de se désintégrer. Oui, je crois que c'est un peu, là encore, je vous dis, si j'essaye de prolonger. Si le parti Les Républicains vous lisent, ça va leur faire plaisir. Écoutez, tant pis ou tant mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, je le vois comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils reprennent les idées du Front National, selon vous? Je constate aujourd'hui que les idées du Front National, portées par le Front National, ont imbibé ou plutôt transpiré, vous disiez, au sein de d'autres formations politiques et en particulier à droite. Enfin, il n'y a qu'à écouter les responsables politiques des Républicains, pas tous bien sûr, et certains conservent une certaine colonne vertébrale idéologique sur ce plan-là, mais enfin beaucoup d'autres, et c'est pas nouveau, ont versé depuis longtemps, sinon dans le populisme, du moins dans une certaine radicalité pour le coup. Alors c'est sans concession, vous dressez le portrait satirique d'un pays, je cite. C'est le narrateur qui parle, sous le joug permanent du terrorisme, nourri de la propagande de BSN TV et où les classes éduquées prises entre la bulle de l'entrepreneuriat, des startups et des geeks et la dernière application de livraison de cheeseburgers à domicile ont atteint le degré zéro de la pensée collective. Vous allez plus loin, vous dites même le célèbre quotidien de gauche, le 68 Art libéré, se range à la laïcité d'acier. C'est quoi la laïcité d'acier? La laïcité d'acier, c'est celle que prône par exemple Manuel Valls aujourd'hui, et avec lui une bonne partie de cette gauche-là, justement. La laïcité d'acier, c'est une laïcité intransigeante qui, à mon sens, et ce n'est que mon point de vue, n'a pas grand-chose avec la laïcité telle qu'elle ressort de la loi de 1905, qui est un équilibre entre la liberté de conscience et la neutralité de l'État. Et c'est vrai que je trouve que cette fuite en avant permanente, à droite comme dans une partie de la gauche, pas toutes bien sûr, y compris à droite aussi d'ailleurs, certains encore une fois gardent le cap, est inquiétante. Et face à ce qu'il se passe, face à cette banalisation des idées de l'extrême droite ou du populisme en France, qui d'ailleurs fait écho à ce qui se passe dans d'autres pays en Europe, eh bien, vous le disiez en me citant un peu, c'est l'indifférence qui prévaut. C'est-à-dire qu'on n'y fait plus vraiment attention, on est un peu habitué à ça. Entendre un responsable politique dire aux Français qu'il faut s'armer pour résister au terrorisme, c'est quelque chose auquel on ne prête plus l'oreille, on ne fait plus attention. Et je trouve que ça, c'est inquiétant. Karim Amelal, juste quand même pour que nos téléspectateurs, avant de lire, peut-être l'ont-ils déjà fait, mais de lire votre roman, il y a Louise, une collègue qui ne s'est jamais sentie raciste, mais qui va devenir l'œil du parti au sein de l'entreprise après la victoire de Mireille Lefebvre. Et même dans l'entourage du narrateur, il y a Nasser qui croit découvrir un complot du lobby juif et qui se persuade que Mireille
le fait qu'elle est en fait secrètement pro-arabe. Alors là, vous y allez fort et vous dites, son cousin Yassine, lui, se présente carrément aux élections sous la bannière du Parti national parce qu'il pense qu'au bout d'un moment, elle va finir par se calmer. Oui, bien sûr. Vous savez, le côté un peu anti-système ou cette diatribe contre le système, elle n'est pas que l'apanage de Français de souche, comme on dit avec 1000 guillemets, qui vivent en province, etc. Vous pensez qu'elle séduit, y compris chez les jeunes issus de l'immigration, par exemple ? Beaucoup de gens en ont gros sur la patate, parce que les politiques ont déçu, en tout cas ceux qui ont exercé le pouvoir, parce que François Hollande, pour lequel les quartiers, comme on dit, avaient voté massivement pour lui, a déçu. Évidemment, ce sentiment de trahison, il est considérable, je pense, dans toutes les couches de la société. Eh bien oui, il y a des Français des quartiers ou des Français d'origine maghrébine qui, eux aussi, en ont gros sur la patate et pourquoi pas se disent que taper un grand coup de pied ou donner un grand coup de pied dans la fourmilière, ça peut faire sortir quelque chose. Évidemment, je ne fais pas partie de ces gens-là et j'espère, j'attends de toutes mes forces un sursaut, non pas national, mais un sursaut politique, que les gens s'occupent enfin des problèmes des Français et de leurs véritables problèmes. Sur le plan littéraire, Karim Amellal, vous allez comprendre pourquoi je vous pose la question. On sait que souvent l'extrême droite parle de grand remplacement, elle parle d'apocalypse. Et vous, d'un point de vue littéraire, vous empruntez justement au champ lexical de l'apocalypse, pour ne pas dire la fin du monde. Il y a ces oiseaux fous qui crient, qui déferlent sur la planète. Il y a les vents violents, changeants. Pourquoi ce choix d'un point de vue littéraire ? Oui, j'ai essayé de mettre en scène cette France cauchemardesque et de trouver des points de comparaison, ou en tout cas de créer et de susciter une atmosphère qui puisse permettre au lecteur de ressentir, d'enraciner le danger. C'est ce que permet la fiction, de ressentir ce danger-là. Ouais. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, c'est effectivement dans la deuxième partie du livre en particulier ce que j'ai essayé de faire, en basculant d'une France très en nuances, la première partie à quelque chose de beaucoup plus binaire, de beaucoup plus manichéen, de beaucoup plus sombre, évidemment. Et j'espère que c'est comme je le dis un petit peu dans l'introduction, qu'on peut s'y attendre, mais que ce n'est pas ce qui arrivera. Karim Amellal, Bleu, Blanc, Noir, une projection donc dans le futur pour mieux réfléchir sur la France d'aujourd'hui, édition de l'Aube. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes.